Je vais vous inviter à commencer juste avec un petit moment là, d'atterrissage, de tuning in. Je sais pas qu'est-ce qui t'a amené ici. C'est peut-être quelque chose que tu nourris en toi-même depuis longtemps, que tu cultives, que tu contemples, ou c'est peut-être quelque chose que tu n'as jamais contemplé, qui est juste comme apparu comme une possibilité soudaine, puis tu te dis oui, peut-être que c'est pour moi, j'ai le goût d'en savoir plus. Dans tous les cas, je vais t'inviter à regarder le bagage avec lequel tu arrives ici. Tout ce que tu penses que tu sais sur le yoga, sur la spiritualité, sur ce que ça peut impliquer comme processus de formation. Tout ce que tu penses que tu sais là-dessus, je vais t'inviter à mettre ça dans une parenthèse, puis laisser la parenthèse en dehors de ta conscience pour un instant, puis revenir ici maintenant, on fait une page neuve. C'est important pour moi de remettre en contexte qu'est-ce qu'on fait. Pourquoi suivre une formation de professeur de yoga aujourd'hui? Pourquoi plonger dans un parcours de yoga? OK, fait que j'entends le mot introspection, retour à la source. Moi, j'ai le mot mise à jour. Je pense que c'est vraiment important de faire des mises à jour régulièrement dans notre conscience, puis dans notre corps, puis comme on parlait tantôt dans l'atelier d'introduction ce matin au studio, on parlait de notre système de chakras, puis comme quoi chacun de nos chakras est un peu comme un disque dur. Et c'est important de faire des mises à jour dans nos disques durs, dans toutes nos différentes sphères de conscience. Le parcours de 200 heures en yoga, c'est un processus que nous ici, on offre en 9 mois. C'est un parcours, c'est un engagement quand même de presque un an. Puis je le vois comme une espèce d'autogestation. C'est comme on rentre ensemble dans un cocon, dans une bulle, on se crée notre espace sacré, collectif, dans lequel on vient se rejoindre, puis on revient à tous les mois faire le point, puis faire une mise à jour, puis rajouter des éléments à notre, notre nouvelle structure qu'on est en train de construire en soi-même. Une structure de conscience et de pratique, un corps de pratique. Ouais. Fait qu'il y a quatre grandes figures principales qui influencent notre contenu de formation. On a la lignée des Sarasvati, donc ça c'est la lignée de Shivananda. On a la lignée de Krishnamacharya, qui est vraiment le père du yoga moderne, qui a actualisé la pratique des asanas. Donc c'est de lui aussi que découlent éventuellement les cours de Vinyasa, les cours de Ashtanga Yoga, les cours de Hatha Flow, tout ça, ça découle de Krishnamacharya. Yogi Bhajan, ça c'est la tradition de yoga Kundalini que j'ai étudiée quand même intense. J'ai senti que ce parcours-là, oui, ça m'a donné des clés, des outils, des ingrédients genre magiques à intégrer dans mes recettes, mais aussi la façon que ça m'a été transmis, ça a empiré l'espèce de surcharge de mon système nerveux. Donc il a fallu vraiment à un moment donné que je ramène de la douceur puis que j'équilibre les enseignements que j'ai reçus de cette lignée-là parce que c'était trop militaire, trop orienté sur la pureté, la perfection puis à être tout en blanc avec le turban. Tu sais, Babaji, il y a toute une transmission, une lignée avec Larry Mahasaya qui a enseigné à Sri Yukteswar, puis qui lui a enseigné à Yogananda, et Yogananda qui a écrit le livre Autobiographie d'un yogi. Ça, c'est un livre que vous pouvez trouver, que vous pouvez lire, super livre que je recommande à fond la caisse, et qui fait justement toute une autobiographie et qui expose un peu les pratiques de Babaji. Et c'est quelque chose de subtil que j'enseigne indirectement. Fait que voilà. Ça fait un petit survol rapide des quatre lignées avec lesquelles on navigue. Et moi, j'ai pas étudié directement avec ces maîtres-là, j'ai étudié avec de leurs étudiants. Voilà. D'autres influences qui font partie du parcours. Fait que moi, j'ai eu une formation en danse. J'ai fait différentes introductions pour aller à la danse. Au début, pour moi, ça a commencé avec la danse extatique dans mon parcours en yoga. La danse extatique m'a amené à la pratique de trance dance, qui est devenue éventuellement la formation de danza medicina que Geneviève offre. Il y a aussi
En parallèle avec le yoga Kundalini, il y a une approche qui s'est développée qui est le Shakti Dance. Fait que ça aussi, j'ai étudié un peu Shakti Dance avec une professeure qui a développé après ça son approche qui est devenue Kundalini Rhythms. Puis éventuellement, je suis allé étudier au cégep en danse. Puis en faisant mon cégep en danse, j'ai approfondi puis je suis allé chercher une formation de instructeur de pilates et une formation d'entraîneur privé. J'ai quand même un bon bagage, autant d'observation, d'études philosophiques, de compréhension vraiment des pratiques énergétiques, mais j'ai aussi une conscience incarnée et accrue puis pratique du corps humain puis de l'anatomie, la biomécanique, la physiologie. Fait que tout ça, c'est super important pour moi. De pas aborder le yoga juste comme une pratique de fitness et non plus que comme une pratique de spiritualité, mais comme une intégration, oui, du corps et de l'esprit ensemble, puis une façon justement de faire rencontrer nos polarités. De faire rencontrer la partie dense, matérielle de qui tu es avec la partie volatile et spirituelle de ton être. Fait que, en gros, tu peux avoir un impact positif tout en cultivant un sentiment de réalisation et de sens dans ta propre vie. N'est-ce pas merveilleux? Puis la meilleure façon d'inspirer, c'est par l'exemple. Donc, c'est vraiment une invitation à devenir un vecteur de changement dans le monde, puis de t'auto-actualiser par ta pratique en te ramenant à ta propre autorité. Donc, d'arrêter de remettre le pouvoir dans les mains des autres. Donc, le contenu de la formation, on a énormément de philosophie. Il y a l'étude de différents textes sacrés, différents textes d'origine comme les Yoga Sutras. C'est un fondamental dans presque toutes les formations de yoga. On étudie les Yoga Sutras. Moi, j'ai choisi un Yoga Sutra qui est d'une interprétation tantrique, parce qu'il y a plein d'interprétations des Yoga Sutras, comme la Bible, il y a plein d'interprétations selon les lignées. On va étudier la Bhagavad Gita, les Upanishads, et on va survoler la Pradipika. Dans le fond, on a 4 modules. Fait qu'on voit ici les répartitions des blocs. Donc, un 35 heures de histoire, philosophie, éthique, 30 heures de anatomie, physiologie, biomécanique, 50 heures d'aptitude professionnelle, méthodologie, développement professionnel et 85 heures de pratique. Donc, c'est réparti sur 9 week-ends, plus un lot de 20 cours. Nous, on vous donne 20 cours au studio. Si vous ne pouvez pas venir au studio pour faire vos cours, vous devez quand même faire ces cours-là ailleurs. Mais nous, on ne peut pas vous financer ces cours-là dans d'autres studios, à Val-d'Or ou à Rouen ou ailleurs. Donc, vous avez la responsabilité de vous acheter un abonnement et suivre vos 20 cours ailleurs ou de venir ici en personne suivre vos cours en personne. 20 cours, puis vous avez un peu plus qu'un an pour suivre vos 20 cours. Vous avez, je pense, jusqu'à 6 mois après la fin de la formation, à peu près. Plus à peu près 15 heures en ligne. Quand on fait le calcul en 9 week-ends fois 20, ça fait 180 heures. Plus les 20 cours réguliers, c'est des cours d'1 heure et quart. On s'entend qu'au total, plus les 15 heures en ligne, vous avez plus que 200 heures de formation avec ça. Plus la pratique personnelle que tu fais. Parce qu'il y a un devoir, vous avez un devoir qui est une pratique de 40 jours consécutifs de pratique. Donc, vous devez faire une sadhana à tous les jours, faire votre pratique. Votre pratique, elle peut durer 5 minutes, elle peut durer 1 heure. Mais il faut que ce soit une pratique, tu as un engagement, et ton engagement, il est à toi. Donc, tu peux choisir que ton engagement, c'est de faire la même pratique, ou tu peux choisir que ton engagement, c'est de faire une pratique différente. Je m'en fous, mais c'est à tous les jours. Les dates sont là. C'est toujours, comme je vous disais, vers la moitié du mois. Tout est déjà booké jusqu'au mois de juin, fait que vous pouvez déjà valider vos horaires. Ça vous donne un aperçu. On commence le vendredi vers 17h30 jusqu'à 9h30 le soir. Puis après ça, c'est 8 à 5, samedi et dimanche. On voit qu'il y a des pauses de 10 à 15 minutes ici et là, et les pauses de dîner. En gros, c'est un parcours initiatique de feu par un enseignant expérimenté, puis c'est en Abitibi. Chose que je suis très fier de dire qu'on offre maintenant ici. À considérer qu'on a besoin de votre engagement puis de votre motivation. On a besoin donc de votre disposition mentale et spirituelle. Il faut être prêt à questionner certains concepts, à sortir de ce qu'on connaît, à accepter qu'il y a peut-être des choses nouvelles qui vont challenger des vieilles idées.
On a besoin donc d'adaptabilité. Il faut avoir une certaine flexibilité, pas juste dans ton corps, une certaine flexibilité dans ton esprit pour être capable de passer à travers ce parcours-là sans te casser des petits morceaux du mental. Et idéalement, donc, on veut avoir un état de santé qui nous permet de passer à travers le processus, donc de passer à travers les pratiques. Et encore une fois, je dis ça, mais tu sais, tout ça est relativement adaptable au sens où je considère que le yoga, tu sais, ça dépend c'est quoi ton objectif. Si ce que tu veux, c'est enseigner du vinyasa, puis que tu as de la misère à faire des planches, ben peut-être que, parce que, je sais pas, tu as une blessure à l'épaule, la pratique que tu vas développer, ça va peut-être pas être une pratique de vinyasa. Peut-être que tu vas développer plus une pratique personnelle qui va s'orienter vers le yin. Mais il reste que nous, dans les cours, quand je vous guide dans des pratiques, mon but, ça va être aussi de vous challenger, puis de vous amener à, oui, rencontrer vos limites, avec respect puis bienveillance, mais aussi challenger vos limites, puis voir est-ce qu'on peut, des fois, agrandir notre zone de confort. Mon approche, elle n'est pas nécessairement acrobatique. J'en enseigne pas vraiment des postures sur la tête. Moi, j'en pratique dans ma pratique des fois quand je sens que ça va dans le sens de ce que je veux générer comme effet. Mais ma pratique n'est pas pour impressionner personne. Je la fais parce que ça me fait du bien. Puis, c'est ce que je vous enseigne. Je vous enseigne à faire une pratique qui n'est pas pour impressionner personne, mais pour vous faire du bien, pour vous soigner. Fait que tout ça, ça vous donne un aperçu de ce que ça implique. Ça reste une pratique dans laquelle on est constamment en train de naviguer entre la transcendance et l'immanence. C'est plus ce que je suis en train de dire. L'immanence, c'est cette idée de que les choses sont comme elles sont, fait que c'est ça qui est ça, fait que c'est ça qui est ça, fait que c'est ça qui est ça. T'sais, on s'appuie sur ça parce que c'est ça, parce que c'est ça, puis parce que c'est ça, c'est ça. Fait qu'on ne questionnera jamais rien. Je suis malade, fait que je vais mourir parce que je suis malade, fait que je vais mourir. Mais quand on s'en va dans la transcendance, c'est là qu'on s'en va dans OK, non, je peux changer ma situation, je peux changer mes schémas, je peux transformer tout ce qui semble être immuable en moi, a peut-être une petite portion que je peux transformer. Par contre, si on n'est que dans la recherche de transcendance, ben, on fuit notre réalité. Fait que le but, c'est pas de fuir la réalité. Et pour moi, c'est une des pentes glissantes de la spiritualité puis des pratiques qu'on fait avec le yoga Kundalini notamment, c'est la quête de transcendance et la fuite donc de notre réalité de conditions humaines, comme que j'ai fait avec mon intensité de vouloir absolument être pur et divin et parfait et que j'ai nuit à ma santé en fait, à trop vouloir. Mon premier 200 heures, petite anecdote que je vous raconte demain, mais c'était vraiment pas prévu. J'étais au Mexique, puis j'étais supposé prendre l'avion pour revenir au Québec, mais je sais pas trop, j'ai une amie qui est arrivée, elle avait un escale, on était supposé reprendre le même avion, et les deux ensemble, on a manqué notre avion. Je vous épargne des détails, là, c'est une journée rocambolesque qui a fait en sorte qu'on a manqué notre avion, mais j'avais le choix soit de, justement, tu sais, comme repartir sur le champ, acheter un nouveau billet d'avion, ou partir avec mon ex de l'époque qui, lui, s'en allait faire cette formation-là. Puis il partait sur le pouce. J'avais pas d'argent, ni pour faire la formation, ni pour m'acheter un nouveau billet d'avion. Ni pour me payer de l'hébergement, ni pour rien. C'était comme, improvise, allez, improvise. Je me suis pointé là-bas à l'école. On a trouvé un arrangement. J'ai fait la formation. J'ai payé plus tard. Mais bref, dans toutes mes formations, ça a été des coups de tête. J'avais jamais les moyens pour faire les formations et j'ai toujours trouvé les moyens. Puis des fois, ça a passé par demander, tu sais, hey, j'ai pas les moyens, est-ce qu'on peut trouver un arrangement? Et toutes les écoles à qui j'ai demandé, ils ont toujours trouvé moyen. Ils ont toujours trouvé un arrangement pour m'accommoder pour que je participe à leur formation. Fait que, tu sais, c'est possible. On a la possibilité de composer puis de co-créer. Et voilà, tout est dans qu'est-ce que tu te permets pour toi-même, tu sais, dans les décisions que tu prends pour toi et dans les demandes que tu fais au monde.